Laurent Mauduit, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir à la Carmagnole. On vous avait déjà reçu pour votre précédent livre, La Caste, qui nous avait permis ici un débat très intéressant. Ce soir, on est là pour parler de votre nouveau livre, Prédation. On tient à remercier Mediapart qui nous prête leur studio afin qu'on puisse avoir une émission de qualité avec un son correct. Et puis, on vous souhaite la bienvenue. Merci en tout cas. Merci de votre accueil. Alors, on va donc essentiellement parler autour de ce livre. On tient à signaler aux spectateurs qu'ils pourront poser des questions au fur et à mesure sur le chat et qu'on se chargera de les transmettre à Laurent Mauduit au fur et à mesure que les thèmes s'y prêteront. En gros, l'idée, c'est de scinder un petit peu la discussion en trois. Tout d'abord, l'historique des privatisations et leurs conséquences. Ensuite, essayer de voir si l'alternative aux privatisations, c'est les nationalisations. Est-ce que ça, c'est une solution? Et puis enfin, dernière chose, comment refonder un projet émancipateur, refonder des services publics, et puis aller au-delà de la propriété, puisque vous ouvrez par Rousseau votre livre et vous terminez par Engels, et cette question de la propriété, elle est assez centrale. Et donc se poser la question de la gestion collective de nos biens communs, et de l'institution des communs. Juste avant qu'on entame le débat, on voudrait faire un petit rappel sonore qui a un lien avec votre livre. Alors, vous terminez l'introduction de votre livre sur ces applaudissements des soignants, justement, pendant le premier confinement. Pourquoi avez-vous, après le livre La Caste, senti l'urgence ou éprouvé l'urgence d'écrire ce livre sur les privatisations? Parce que j'ai eu le sentiment que de toutes les réformes qu'on a vécues, et Dieu sait si on a eu des réformes néolibérales en cascade depuis 30 ou 35 ans, j'ai vraiment la conviction que c'est la réforme structurante la plus importante dont tout découle, y compris, on pourra le dire, la période de régression démocratique que nous vivons face à un régime autoritaire. Je pense que ceci a à voir avec le néolibéralisme et avec sa réforme majeure. Le néolibéralisme, c'est d'abord la volonté du capital de s'approprier jusqu'au secteur qui autrefois lui échappait. Et donc, là, il y avait les applaudissements des soignants. Ce qui est assez chaleureux dans le rappel que vous faites, sonore à l'instant, c'est que pendant assez longtemps en France, les privatisations ont donné lieu à un débat un peu expert ou sur des questions marginales, enfin pas seulement marginales, mais le prix. Et progressivement, c'est devenu une question populaire. On l'a vu au moment de la réforme, la privatisation projetée qui n'a pas abouti de l'aéroport de Paris, puis surtout on l'a vu dans le mouvement de l'hôpital public. Les gens ont bien compris que c'était leur vie personnelle qui pouvait être affectée. Donc je pensais que c'était important de montrer en quoi ça touchait notre vie quotidienne. Et donc, ce qui nous intéresserait, Laurent, c'est ce que vous faites dans le livre, c'est l'historique de ces différentes privatisations successives de ces services publics. Et juste avant que vous fassiez les différentes étapes, on a pris une petite vidéo assez courte pour pouvoir gagner un peu de temps sur cette partie et passer plus de temps sur la partie des nationalisations et d'aller au-delà de la propriété, avec un extrait de la chaîne YouTube DataGueule qu'on vous propose d'écouter et de regarder maintenant. Le meilleur des perdants, c'est celui qui refuse de gagner. Bonjour. 13 milliards d'euros de cessions en 1986, 26 entre 1993 et 1997, 14 milliards de 1997 à 2002. Depuis un peu plus de 30 ans, l'État français s'est pris de passion pour les privatisations. Aucune majorité n'y résiste. Sur les étals publics, on trouve de tout. Armement, banques, infrastructures, énergie, médias. Entre 1985 et 2015, le nombre d'entreprises sous contrôle public est passé de 3500 à 1625 et leurs employés de plus de 2,2 millions à moins de 800 000. Mais pourquoi céder aux intérêts privés ce qui appartient à la collectivité?
Premier argument, lâcher du lest pour éponger la dette. Depuis 2010, c'est le remède prescrit par les 3 principaux bailleurs de la Grèce. Doublé d'une cure d'austérité, le traitement a abouti en 2018. La dette atteint désormais le record de 180% du PIB. Beau boulot. Mais ça, c'est pour le court terme. Pour nombre de ses défenseurs, privatiser est une question d'efficacité. Sans compte à rendre, les administrations en charge des services publics s'endormiraient sur leur laurier. Et rien de mieux que le marché pour leur donner un bon petit coup de fouet. C'est pour ces raisons que le gouvernement britannique a décidé de privatiser l'eau à la fin des années 1980. Investir, rénover, réduire les frais. En 2015, la facture est tombée. Les prix ont augmenté de 40% et 3 milliards de litres fuient quotidiennement. 1/5 de l'approvisionnement national. Les efforts des entreprises privées se sont orientés ailleurs. Entre 2007 et 2016, 95% des profits ont été distribués aux actionnaires, de l'intérêt général à celui de quelques particuliers. Pour chaque mission confiée au privé, un cahier des charges est établi pour s'assurer que le service soit contrôlé, qualité, accessibilité et prix. En 1995, les 18 concessionnaires des autoroutes françaises s'engagent à limiter l'augmentation annuelle du prix des péages à 70% de l'inflation. Juré, craché. Entre 2009 et 2012, les prix chez SAPN, ASF et Escota ont affiché une hausse de 2,2% par an, 1 point de plus que prévu. Une clause prévoyait des sanctions, 0,3% du chiffre d'affaires, discrète amende, que l'État n'a même pas réclamé. Tout ça, c'est de la faute de l'Europe. En êtes-vous bien sûr? Suivant l'article 345 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'UE est neutre dans les choix des formes sociales des entreprises pour le marché intérieur. En clair, dans de nombreux cas, c'est la France qui choisit de privatiser. Alors que le gouvernement d'Édouard Philippe entame la mise aux enchères des barrages hydroélectriques français, prétextant l'injonction de Bruxelles, nos voisins ont pris d'autres options. L'Allemagne les a exclus de la concurrence, la Suède les a soumis à un régime d'autorisation publique et l'Italie a maintenu le monopole d'Enel jusqu'en 2029. À l'étranger, la France défend même activement les privatisations quand elles bénéficient à ses champions. Par le biais des traités internationaux sur les investissements, les pays occidentaux sécurisent des parts de marché en poussant les autres à ouvrir les secteurs nationalisés à la concurrence. La SNCF, fleuron de nos services publics, est désormais implantée dans 120 pays du monde et réalise un tiers de son activité hors de France. Et pour garantir la pérennité de son emprise, elle joue des clauses de non-retour en arrière pour dissuader les pays déçus de renationaliser des privatisations pas assez performantes. En 2006, l'Argentine, insatisfaite des services de Suez Environnement, ramène la gestion de l'eau de Buenos Aires en gestion publique. En 2015, le géant français gagne son procès. L'imprudente nation a dû régler 405 millions de dollars pour le manque à gagner. Prétendant défendre l'intérêt général, l'État gestionnaire se retrouve à privilégier les géants privés au nom de la pseudo-performance des marchés. Une fois les biens communs bradés, il ne reste plus à l'État qu'à servir de garantie en cas de défaillance. Privatiser les profits, nationaliser les pertes. L'éternelle histoire. Quel dogme a convaincu l'État qu'il devait se priver de tout levier ? Alors, on voit bien que ça a été une véritable saignée. Est-ce que vous pourriez revenir sur les différentes étapes principales de ces privatisations ? Écoutez, pour simplifier, il y a eu 2 grandes étapes. Il y a d'abord l'étape, on est dans la grande vague libérale des années 80. Je vous rappelle, les privatisations commencent d'abord au Chili, le Chili de Pinochet. C'est le terrain d'expérimentation de ce qu'on appelle à l'époque les Chicago Boys. Voilà, et ensuite, ça déferle d'abord en Grande-Bretagne et ensuite en France. Donc en France, comment les choses se passent? C'est à partir de 1986, vous vous souvenez des grandes vagues, les grandes industries, les banques qui, de 1986, disons à la fin des années 90, la première onde de choc, quelle est-elle? Eh bien, en fait, on se rend compte qu'à travers les privatisations, les grands fonds de pension anglo-saxons arrivent à la Bourse de Paris, montent grâce aux privatisations au capital des groupes qui sont privatisés. Et donc, vous avez des groupes anciennement publics qui deviennent des groupes sous direction des fonds de pension. Et donc, ça modifie radicalement la nature du capitalisme français. C'est à cause de ça, à cause des privatisations, qu'on va vivre un choc immense, c'est-à-dire un changement de nature du capitalisme. On va basculer du capitalisme dit rénant, vous savez, l'économie de marché adossée à des systèmes de régulation sociale forts, vers un capitalisme
de nature anglo-saxonne, avec, ce sera notamment l'aspect pathétique de l'histoire de Lionel Jospin. Les fonds de pension deviennent très puissants à la Bourse de Paris, et donc on se rend compte que certains grands groupes, par exemple, le même jour, annoncent une hausse des profits et des vagues de licenciements. Vous vous souvenez, Lionel Jospin et Michelin. Voilà, ça c'est la première étape. Et puis, il y a une seconde étape qui commence également sous Jospin, avec France Télécom. C'est progressivement, comme le capital a grignoté toute la sphère marchande, eh bien, il commence à avoir l'ambition, il est de plus en plus désinhibé, il veut aussi croquer ce qui jusque-là échappait à la sphère marchande. Donc les services publics ou les biens publics. Donc vous vous souvenez, ça commence d'abord France Télécom, c'est le premier reniement spectaculaire de Jospin. Vous vous souvenez, février 97, Jospin dit non, France Télécom c'est un service public 100% public. Et puis 4 mois après son accession à Matignon, il tourne au Kazakh et commence la privatisation de France Télécom. Et ensuite, ce sera la cascade de privatisation que vous savez, de services publics ou de biens publics. Donc, ce sera EDF, GDF, dans des circonstances d'affairisme spectaculaires. Hein. GDF, c'est pour enrichir les actionnaires amis du régime, le milliardaire Albert Frère ou le Canadien Paul Desmarais. Voilà. Ce sera, je dis bien d'affairisme spectaculaire, mais ce sera les autoroutes qu'on vient de mentionner dans la vidéo qu'on vient de voir. Vous vous rendez compte, les autoroutes, hein, on a privatisé pour 11 milliards d'euros, ce qui a rapporté aux actionnaires, les nouveaux actionnaires, en dividendes, seulement en dividendes, de 2006, année du début des privatisations, jusqu'à, si le rythme actuel des dividendes se poursuive, 2032-2033, ils auront perçu 28 milliards d'euros de dividendes. Voilà. Et donc, progressivement, les services publics, c'est une partie du pacte social dans le pays. Et donc, on a bien vu, et c'est pour ça que c'est devenu de plus en plus populaire, les Français ont commencé à mesurer que c'était leur vie quotidienne qui était affectée. Et puis après, les services publics, enfin, la marche, ce séisme n'est pas fini, parce qu'on sent bien que la dérégulation avance à grands pas dans les services publics qui ont encore résisté, la Poste ou la SNCF. On sent bien que sous le prétexte de l'ouverture à la concurrence, c'est la privatisation qui avance à petits pas. Hein. Mais même, il y a plus que ça, parce que on sent bien que des secteurs entiers, de ce que sont des biens communs, on y reviendra tout à l'heure, je veux dire, la santé, on pourrait parler très longuement de la privatisation rampante de la sécurité sociale, hein, par plein d'aspects multiples, à la fois l'assurance maladie et la transformation de l'hôpital en l'hôpital entreprise. Le modèle, c'est le privé. Voilà, mais si vous voulez, tout à l'heure, on pourra revenir éventuellement sur la sécurité sociale. Oui, on reviendra avec la Sécu sur le... Pardon, excuse-moi, mais on reviendra à la Sécu sur la question des communs. Parce que, en fait, avec Macron, on a l'impression que tout est bon à privatiser. On voit même les forêts dont vous parlez, alors qu'on est dans un moment où il faut lutter contre le réchauffement climatique, même les forêts sont privatisées. Dans la casse, vous étiez revenu sur la privatisation aussi de l'État. Donc, mais quelle justification donnent tous ces privatiseurs, tous ces prédateurs, pour faire ces prédations sur nos biens communs? Comment ils le justifient, eux? Il y a l'idéologie, hein, la croyance néolibérale, hein, ou des postures idéologiques qui consistent à dire ça permet de réduire l'endettement. Tout ça, ce sont, me semble-t-il, des fadaises. C'est simple, le capital, sa volonté, c'est une volonté d'appropriation. Or, pendant le capitalisme rénant, c'est une période assez singulière. Il y a une sorte de pacte entre le capital et le travail. On le voit bien dans le partage salaire et profit. Selon le rapport de force du moment, c'est un peu plus de salaire ou un peu plus de profit. Voilà. Et c'est la même chose en matière de propriété. Le capital est un peu... n'est pas boulimique. Il essaie de grignoter tout ce qu'il peut, mais il accepte dans ce compromis social qu'une partie du champ de la vie publique lui échappe. Il accepte notamment qu'il y ait la protection sociale, il accepte qu'il y ait des services publics.
Et le basculement, ben voilà, c'est l'effondrement du mur, c'est le début des années 90, le début de la boulimie, et cette boulimie ne va jamais s'arrêter. Mais c'est la logique même du capital, c'est la logique de l'appropriation. Mais, Alors, oui, et alors pour passer à la deuxième partie, du coup, les solutions ou la solution, est-ce que ça pourrait être les nationalisations? Alors, on va vous montrer une petite vidéo, histoire de lancer le débat, qui va nous rappeler des choses. Oui, c'est une vidéo où on va voir un ancien président qui parle de nationalisation, d'étatisation. Et donc après, on revient avec vous. De nationalisation. Donc déjà, maintenant, le gouvernant, enfin, des dirigeants de gauche, il y en a peu qui parlent de nationalisation, mais ils parlent de nationalisation, d'étatisation, et que les nationalisations sont là pour aider à lutter contre le capital. Dans votre livre, vous revenez longuement sur ces questions de nationalisation, et qu'est-ce qu'il en est, en fait, si on reprend l'historique? Je trouve que c'est une très grande équivoque, et je trouve que la gauche, ou en tout cas les fractions progressistes de la gauche, elles-mêmes parfois ont subi cet équivoque et ne l'ont pas levé. Hein. En clair, il y a une idée qui est assez communément répandue et que la gauche a souvent entretenue, c'est que la droite, notamment la droite libérale, est pour le marché, et la gauche est pour plus d'État, pour une meilleure régulation, et que la régulation se fait par l'État. Et donc, quelque part, l'idée qu'on a essayé d'accréditer, ça a été que voilà, la gauche est pour la nationalisation, ce que dit Mitterrand. Or, en fait, c'est faux. C'est faux pour le passé et c'est faux, me semble-t-il, pour aujourd'hui. Pourquoi pour le passé? D'abord, si vous vous plongez dans l'histoire, elle est très intéressante. Vous vous rendez compte qu'à la fin du 19e, les premières idées de nationalisation viennent de cercles libéraux. En clair, pour que la concurrence joue bien, eh bien, parfois, quand on arrive dans une situation de monopole, il faut nationaliser. C'est d'abord, à l'origine, une idée libérale à la fin du 19e siècle. Et ensuite, les grandes nationalisations que l'on connaît, ce ne sont pas du tout souvent des nationalisations de gauche. Prenez par exemple, le Front populaire nationalise assez peu, il n'a pas ce courage, notamment il ne va pas nationaliser la Banque de France, ça aurait été judicieux, hein, dans la logique un peu de ce qu'avait fait Roosevelt, faire une partition, prendre la main sur le crédit. Non, il ne le fait pas. En dehors des industries d'armement, la seule chose que fait le Front populaire, c'est la nationalisation de la SNCF. Mais ça arrive déjà quand le souffle du Front populaire, hein, après les grèves de la joie qui avaient enchanté Simone Veil, pas celle actuelle, celle d'avant, la SNCF, c'est, comme le dira à l'époque le Parti communiste, c'est la nationalisation des déficits. Ce sont les propriétaires privés des lignes de chemin de fer qui sont toutes en déficit, qui viennent frapper à la porte du gouvernement de Front populaire en leur disant « Sauvez-nous, nationalisez ». Et donc, c'est ce qu'on fait. Mais quand on nationalise, les groupes privés gardent 49% et ce sont les vrais propriétaires toujours de la SNCF. Le principal actionnaire privé, c'est la banque Rothschild. Et donc, c'est une fausse nationalisation. C'est-à-dire, on nationalise les pertes et comme parfois, on privatise les profits. Mais si vous regardez aujourd'hui, je pense que c'est pour les temps qui viennent, me semble-t-il, l'un des débats majeurs. Parce que si vous regardez aujourd'hui, est-ce que l'État est plus vertueux que le marché? Sérieusement. Prenons juste un exemple d'aujourd'hui. Un groupe dans lequel l'État a encore une position de force. Renault. Renault, l'État est le principal actionnaire à égalité avec Nissan, 15%. C'est le symbole du capitalisme financiarisé avec des inégalités gigantesques au sommet et en bas. Au sommet, vous vous souvenez de la rémunération de l'ancien patron, Carlos Ghosn, 15 millions d'euros, hein, le symbole des rémunérations sulfureuses des groupes du CAC 40. Et puis en bas de l'échelle, en bas des rémunérations, Renault, c'est le symbole de quoi? Des working poor, des travailleurs pauvres. Pensez que chez Renault, un employé sur deux est en intérim, 1 sur 2. Et donc, élargissant le débat, est-ce que l'État est plus vertueux? Non, ce n'est pas vrai. On sait bien que le capitalisme d'État est happé dans l'écosystème général du capitalisme financiarisé dans lequel nous sommes. Donc, il faut dire les choses clairement. Et
beaucoup d'auteurs l'ont déjà documenté. Je pense à Christian Laval et Pierre Dardot, par exemple. Alors, excusez-moi, 2 minutes. Si on revient par exemple sur les nationalisations de 45, bon, Oui. est-ce que ce sont des nationalisations est-ce que c'était une socialisation des biens publics ou est-ce que c'était autre chose? Est-ce que c'était une nationalisation pour des raisons patriotiques, par exemple? Voilà. Observez bien que le programme du Conseil national de la résistance auquel on se réfère souvent n'emploie pas le terme de nationalisation. Il y a une sorte de compromis entre les ailes les plus à gauche et les gaullistes. Hein. Et donc, le programme du CNR parle de retour à la nation de certains biens. Et donc, parce que dans le lot, il y a des nationalisations de caractère patriotique, c'est Renault. Et puis, pour être clair, les seules, me semble-t-il, nationalisations vertueuses de cette époque, c'est les banques. Hein, je veux dire, le Front populaire n'a pas le courage de nationaliser le crédit, alors que c'est absolument décisif de prendre le contrôle de la politique monétaire et du crédit. Et donc, du coup, on fait en 1945 ce que le Front populaire n'a pas eu le courage de faire et ce que les États-Unis ont fait en 1933. Voilà. Mais si vous observez bien le cheminement, il y a une période d'enthousiasme et très vite ensuite, les choses vont dériver. Je veux dire, le souffle de la libération va très vite retomber et ces groupes-là ne seront pas des groupes modèles dont l'évolution serait différente des groupes capitalistes privés. Alors, progressivement, on entre, à l'époque le Parti communiste parlera, et il n'a pas tort avec le recul, de capitalisme monopoliste d'État. Je ne sais pas si c'est la bonne qualification, mais c'est vrai qu'on est dans une économie où c'est peut-être ça le plus intéressant, y compris dans ce qu'a dit Mitterrand tout à l'heure, hein, c'est qu'en France, les nationalisations ont quasiment toujours, y compris sous la gauche, sous le gouvernement socialiste, rimé avec étatisation. Alors, c'est l'État qui a pris. Si on fait le bilan de ces nationalisations telles qu'elles ont eu lieu jusqu'alors, on peut dire que ce n'est pas un bilan globalement positif. Ah non, non, calamiteux. Il faut être, me semble-t-il, beaucoup plus catégorique que ça. 45, il y a une année d'enthousiasme et d'euphorie. Et ensuite, progressivement, les choses vont être détricotées et les groupes publics vont s'aligner dans leur mode de gestion sur le privé. Et les choses, cet alignement va évidemment s'accélérer très vivement. Regardez les nationalisations de 1982. Donc c'est 82. Dès 1984, le gouvernement socialiste ou néo-socialiste, je ne sais pas comment l'appeler, de Laurent Fabius, déjà commence à détricoter en faisant en sorte que les groupes nationalisés 2 ans avant émettent ce qu'on appelait à l'époque des certificats d'investissement ou des titres participatifs. Ils appelaient ça la respiration du secteur public. En clair, on commence un processus moléculaire de privatisation rampante. Et hop, c'est ensuite la droite, en 86, 2 ans après, va accélérer les choses. Mais l'espace le moment d'euphorie, là encore, parce que beaucoup de gens ont eu des illusions. En 82, on s'est dit, tiens, nationaliser, c'est bien. Et on n'a pas eu cette lucidité à l'époque. Il n'y a pas eu, il y a eu des gens qui ont mis en garde très vite sur l'austérité. Hein, même immédiatement, il y a une colère sociale qui commence à naître après 82 au moment du virage de soi-disant de la rigueur, qui est en fait l'austérité qui ne s'arrêtera jamais, contrairement à la parenthèse dont avait parlé Jospin. Mais sur les nationalisations, personne ne dit c'est l'État qui prend la main. Personne ne dit. Alors, il y a un petit débat à l'époque sur faut-il démocratiser le secteur public, mais personne ne dit c'est l'oligarchie au sommet de l'État qui contrôle les groupes. Hein. Et justement, on a une remarque là sur d'un spectateur qui dit nationalisation démocratique, oui, étatisation technocratique, non, coopérative ouvrière, pourquoi pas. Alors, si les nationalisations comme elles ont été faites jusqu'à présent ne sont pas une solution, sont une impasse, dans votre livre, vous revenez sur la nécessité de refonder les services publics, de se réapproprier les biens communs et d'aller au-delà de la propriété. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, dans le sens de la réappropriation de nos biens communs? Qu'entendez-vous là-dessus?
Ben, parce que, vous comprenez bien, là, ils ont détruit des services publics qui étaient essentiels à la vie commune. Et donc, assez légitimement, dans le pays, il y a une sorte de bronca, de colère sociale très forte. Défendons les services publics. Et cette colère-là est légitime. Mais on peut malgré tout faire jouer des petits clignotants rouges. Est-ce qu'on va recommencer la même histoire? Est-ce qu'il y a, en fait, la question majeure, me semble-t-il, devant nous, c'est est-ce qu'il n'y a pas des biens qui devraient n'appartenir à personne, c'est-à-dire à tous, n'appartenir même pas à l'État? Est-ce qu'il n'y a pas des biens qui devraient être inaliénables? Inaliénables. C'est ça la question. Dire la vraie, on se rend bien compte que par les luttes sociales, la classe ouvrière, le mouvement ouvrier a construit des instruments, a construit ses biens communs. Hein, mais vous voyez bien qu'il s'en est fait déposséder. On parlait tout à l'heure de la sécurité sociale. Dans son mode de gouvernance, le fonctionnement à l'origine de la sécurité sociale, avec cette gestion paritaire, excluait l'État de toute intervention au sein même de la sécurité sociale. Hein. Et donc, est-ce que, d'ailleurs, la sécurité sociale, est-ce que c'est pas un pied dans la porte si on avait une réappropriation par les salariés, par ceux qui cotisent, de la cotisation et du devenir de la cotisation? Est-ce que ce serait pas un pied dans la porte pour aller vers cette réappropriation et amorcer ces communs dont parle Dardot et d'autres? En fait, ce que je trouve passionnant dans ce débat sur les biens communs, comment reprendre possession de nos biens publics, des services publics et des biens communs. Vous voyez, quand c'est à l'échelle d'une commune de petite taille ou même d'une ville, on voit bien comment les citoyens pourraient démocratiquement se réapproprier leurs services. La vraie question, c'est comment le faire dans des services publics de taille importante ou des organismes très importants. Alors, moi, j'ai quelques idées, je vous les dirai tout à l'heure, mais moi, ce qui me semblerait formidable, c'est que comme il y a un bouillonnement démocratique autour de ces questions de défense des services publics, de la réappropriation des services publics, je trouverais très chaleureux qu'il y ait un bouillonnement intellectuel pour réfléchir aux modalités de gestion démocratique, c'est-à-dire comment les citoyens peuvent se réapproprier ces services sans à nouveau se faire subtiliser ces services publics par l'État, même avec des justifications parfois sympathiques. Non, comment faire en sorte que l'histoire ne bégaye pas? Alors, moi je le dis de manière immodeste, pour la presse, j'ai une idée. Je veux dire, à la Libération, dans la lignée de ce qu'avait dit le CNR, reconstruire une presse démocratique, à l'époque, tous les journaux trouvent des formules juridiques différentes pour appliquer la formule du CNR, et donc beaucoup de journaux se refondent, se libèrent en créant des coopératives ouvrières. Mediapart aujourd'hui a inventé un système. Mediapart est le premier journal en France sans actionnaire. Hein, on est la propriété maintenant d'un fonds de dotation. Voilà, donc je trouve qu'il devrait y avoir des boîtes à idées pour essayer de trouver comment repenser la question de la propriété. C'est vrai que dans le débat public, la propriété est souvent un débat tabou. On n'en parle jamais. C'est une question qui sent le soufre. Or, en fait, je me dis que de 1000 façons, il faut rouvrir ce débat-là. Dans tous les mouvements sociaux, hein, c'est le mérite d'un livre écrit par Benoît Boritz, hein, Au-delà de la propriété. Il pointe le fait que dans tous les grands mouvements sociaux, la question de la propriété s'est posée. Hein. Regardez la Commune de Paris, c'est elle qui invente pour la première cette formule de coopérative ouvrière. Ça intervient sous la Commune de Paris. Il y a pendant l'insurrection, pendant la guerre civile espagnole, les républicains espagnols ou la gauche espagnole inventent des formules d'appropriation des terres. Voilà. Je me dis qu'on est à une époque où la mise en commun de ressources utiles à tout le monde, dans des modalités démocratiques qui peuvent varier, mais est absolument indispensable. Et je trouve que l'un des enjeux de l'échange citoyen devrait être d'inventer ces modalités démocratiques. Donc, je pointais la Sécu. Est-ce qu'il faut, pour la Sécu, ce qui est clair, c'est mettre l'État dehors. Il n'a rien à faire, ça ne lui appartient pas. Ce sont des salaires différés.
Mais quel est le bon modèle? Alors, on comprend bien que le débat sur la sécurité sociale recoupe un débat majeur qui est le débat de la démocratie sociale. Comment est-ce que les salariés sont représentés? Bon, il y avait des élections avant, il y avait des élections ou autres. Mais avant de revenir sur cette partie-là, pour une bataille des idées, ça nécessite de clarifier certains termes. Et là, il y a un auditeur qui a une question, parce qu'on est passé peut-être un peu vite là-dessus. Quelle est la différence entre nationalisation et étatisation? Si on veut parler de refonder les communs, il faut qu'on puisse voir quelle est la différence entre les deux pour voir comment démocratiser les choses et il y a une véritable réappropriation. Donc, différence entre étatisation et nationalisation. Étatisation, nationalisation, ça devient un bien qui appartient à la nation. La question est de savoir qui le gère. Hein. Donc, la nationalisation ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de contrôle démocratique. Or, précisément, à chaque fois qu'il y a eu en France des nationalisations, on ne s'est pas posé la question du contrôle démocratique par les citoyens, et donc, de facto, c'est l'État qui a pris la main. Hein. Alors, il y a des questions où on le comprend bien, je dirais, sur les banques, nationaliser le crédit, encore que je ne sais même pas sur les banques. Est-ce que, sans doute, faudrait-il des contrôles citoyens sur un pôle public financier pour faire en sorte que le financement de l'économie réponde à des objectifs sociaux. Hein. Je pense à ce qu'était le système caisse des dépôts, caisse d'épargne, qui servait à rémunérer l'épargne populaire et qui servait aussi, grâce à l'argent centralisé, à financer le logement social. Donc, on imagine bien un système dans lequel, à l'époque, c'était un mouvement corporatif, les caisses d'épargne, authentiquement mutualiste. Hein. Et donc, il y avait un système démocratique, mais ce système démocratique s'est nécrosé avec des petites bureaucraties et le contrôle démocratique a échappé à tout le monde. Donc, bref, je reviens à l'idée centrale. Il peut y avoir des nationalisations qui ne soient pas des étatisations, à la condition que ce soit les citoyens qui ont la main. Alors, comment faut-il faire? Prenons un exemple, la SNCF. Il faudra sûrement, si un jour il y a un pouvoir progressiste dans le pays, reprendre la main, interrompre le mouvement de privatisation rampante, qui va d'ailleurs à très grande vitesse, puisque maintenant même les lignes de... Pas seulement la concurrence sur les rails, mais les rails elles-mêmes sont maintenant offerts à des opérateurs privés. Hein. Mais comment les citoyens peuvent contrôler la SNCF? Je pense que ceci se fera. Il faut imaginer des schémas qui s'appliquent à tous les biens communs. Donc, je pense que c'est l'un des débats majeurs. Est-ce qu'il faut des élections? Est-ce qu'il faut comment les usagers ou les citoyens usagers peuvent prendre le contrôle et la maîtrise de ces biens publics? Alors justement, voilà, je trouve que c'est un débat... sur cette question, de l'intervention et de la place des usagers et de la place des salariés aussi dans cette remise en commun. Les intérêts des salariés ne sont pas forcément toujours communs, ils peuvent même parfois être contradictoires ou au moins se situer sur des plans différents. Ce contrôle citoyen, évidemment, il prend en compte à la fois la présence des usagers et en même temps la présence des salariés. Comment faire pour concilier les deux? Du coup, il faut inventer de nouvelles formes de concertation, de vote, de consultation. Il y a beaucoup de choses à inventer aussi de ce côté-là. Oui. C'est de ça dont la gauche progressiste ou radicale doit se saisir de manière impérative. Et je le dis, c'est que j'ai l'impression que le débat avance de manière isolée. Hein. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce débat sur les communs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui y réfléchissent. Il y a des gens dans l'économie de la santé, il y a des philosophes ou des sociologues, j'ai cité Dardot et Laval, il y a des économistes, je pense au travail formidable fait par Benjamin Correa. Mais il n'y a pas de mutualisation de ces travaux. Et donc moi, comme journaliste, je n'ai pas je ne suis pas omniscient. Je ne peux pas, du haut de ma compétence professionnelle limitée au domaine sur lequel je travaille, asséner des vérités. Moi, j'invite à une mutualisation de ces travaux et de ces réflexions sur les communs, qu'il y ait des forums démocratiques pour savoir comment on peut... Alors, encore une fois, il y a des secteurs où on voit bien un barrage hydroélectrique dans un endroit, on voit bien comment les citoyens de l'endroit concerné peuvent s'en ressaisir. Il y a des domaines
Je ne sais pas, je pense, moi, il y a une chose qui, parce que j'ai des racines dans cette région, ils privatisent même la mer. Si vous regardez ce qui s'est passé dans la baie de Saint-Brieuc, il y a un projet de construction de 62 éoliennes que Emmanuel Macron a concédé à un groupe espagnol qui s'appelle Iberdrola, qui est un groupe qui a été condamné 3 fois par la Banque mondiale pour corruption. Et c'est une zone de pêche absolument majeure pour les pêcheurs locaux. On les a expulsés. On voit bien comment on pourrait faire en sorte que les acteurs locaux reprennent la main. Voilà, mais à mon avis, il faut qu'il y ait un travail mutualisé de réflexion, d'association pour voir les modalités démocratiques multiples qui pourraient être imaginées pour gérer les biens communs. Et justement, donc, il y a une bataille dont vous parlez pas mal dans votre livre, qui est la bataille sur ADP. Alors, ce n'est pas une bataille qu'on a gagnée, parce qu'on n'a pas forcément réussi à recueillir assez de signatures, mais quand même, il y a eu une mobilisation, et notamment une tentative de essayer de se réapproprier le débat sur les biens communs, qui les possèdent et pourquoi en faire, surtout à l'ère du réchauffement climatique. Et là, on va juste vous faire passer le spot de ADP pour lutter contre la privatisation. Votre attention, s'il vous plaît. Les citoyens sont informés qu'ils peuvent se rendre sur le site du ministère de l'Intérieur pour exiger la tenue d'un référendum. Ils pourront ainsi voter pour ou contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Donc là, on a vu, il y a pas mal de collectifs. Bon, la Carmagnole a cherché aussi des signatures. Alors, on pourrait penser que c'est une défaite d'avoir pas réussi à collecter les 4 millions et quelques. C'est un nombre complètement ahurissant de signatures qu'il fallait avoir. Mais on a quand même réussi à bouger plus d'1 million de personnes et à mobiliser un peu partout sur le territoire sur qui possède les aéroports. Nous, on voit par exemple dans la région d'Occitanie, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, la région de Delga qui est en train de privatiser le port de Port-la-Nouvelle. Donc on voit que ce soit la gauche, entre guillemets, en tout cas les régions socialistes ou l'État macronien, il y a une volonté de dilapider les biens communs qui est assez phénoménale. Donc face à ça, comment peut-on réagir ? Observez, il y a eu dans plein d'endroits des mobilisations citoyennes tout à fait remarquables. Ça a été le cas autour d'ADP, ça a été le cas autour de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui a été... Oui. Moi, j'ai été à plusieurs reprises présenter les résultats de mes enquêtes devant des meetings organisés par des associations citoyennes, des associations impliquées dans l'environnement ou des syndicats de la ville. L'exemple de Toulouse est très, très révélateur. Macron ment à l'époque quand il privatise l'aéroport de Toulouse. Non, ce n'est pas une privatisation, c'est puisque l'État garde 10% et avec les collectivités locales, on aura 51%. Or, en fait, moi, j'ai publié sur Mediapart à l'époque le pacte d'actionnaires secrets entre l'État et l'actionnaire chinois auquel ils avaient vendu l'aéroport et qui donnait les pleins pouvoirs aux actionnaires chinois qui étaient notamment un oligarque corrompu. Bon. Or, ce qui était très chaleureux dans cette bataille, ils l'ont perdu aussi, mais il y a une mobilisation dans toute la ville avec des meetings rassemblant des syndicalistes de toute sensibilité, parce qu'on comprend bien qu'un aéroport, c'est un outil économique dans une région. C'est, dans le cas de Toulouse, il y avait un enjeu environnemental majeur puisque l'aéroport de Toulouse était l'un des aéroports en Europe qui est le plus incrusté dans une ville. Et donc, savoir quelle est la part du transport aérien possible sans augmenter les nuisances sonores et même comment va-t-on piloter ce qui sera indéniablement nécessaire, un recul progressif du transport aérien compte tenu de la transition environnementale. Et donc, il n'y a que les citoyens. Donc, on voit bien comment, dans le cas de l'aéroport de Toulouse, les choses pourraient se passer en défense de ce bien commun. Ce serait que ces comités qui se sont fédérés, le comité anti-privatisation, c'est l'ébauche d'un organisme citoyen de contrôle de l'aéroport. Alors, justement,
À propos de ces communs et de quelles pistes pour amorcer la mise en place de communs et comment procéder, dans votre livre, vous parlez de graines qui sont déjà présentes dans le Code civil et qui permettent déjà, ou qui permettraient en tout cas, qui pourraient servir de point d'appui pour cette mise en place des communs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, ça c'est fragile. Il y a à la fois dans le Code civil et puis dans le préambule de la Constitution de 1946, qui est repris dans le préambule de la Constitution de 58, hein, et donc sa valeur constitutionnelle, le fait de dire que tout ce qui est utile à la nation doit avoir un statut de bien public. Hein. C'est un peu, j'ai plus en tête la formulation exacte, mais il y a donc dans le préambule de la Constitution de 48 une formule très très fameuse, très célèbre. La seule chose, c'est que ça n'a jamais été respecté ni mis en œuvre. Ça donne un principe, mais en même temps, cette constitution de la Ve République, c'est une constitution autoritaire, produit d'un coup d'État à froid. Et donc, cette notion est assez... on comprend bien pourquoi elle n'a été jamais mise en œuvre, mais ça donne en tout cas une piste. C'est... Ça donne un cadre juridique intéressant. Ça donne un cadre juridique qui mérite d'être fouillé pour pouvoir avancer sur ces questions-là, en tout cas. Oui, et le cadre juridique, à mon avis, qui mériterait d'être approfondi, c'est de garantir les statuts. Comment dire ? Je pense que l'une des urgences législatives ou constitutionnelles consisterait à dire qu'il y a des biens inaliénables, des biens qu'on ne peut pas céder. Pour quelle raison ? Parce qu'ils n'appartiennent pas à l'État. L'État ne devrait pas avoir le droit de les vendre. À la limite, il pourrait juste avoir le droit de les gérer si les citoyens lui donnent ce pouvoir-là. Mais alors, les biens inaliénables, quels sont-ils ? On sent bien. Il y en a certains qui coulent de source. L'air, l'eau, les forêts. Élargissons au bien commun. Tout ce qui concourt au bonheur des gens qui forment la société. Hein. Donc, l'un des débats devrait être avoir une mesure générale qui permet la sauvegarde des biens publics, qui définissent leur caractère inaliénable, et ensuite, tout l'enjeu du débat est d'abord un enjeu de caractère démocratique. En fait, le débat des communs, c'est comment marier deux exigences, la propriété commune et la gestion démocratique. Donc, c'est à la fois la question de la propriété et la question démocratique qui sont intimement liées entre elles. Mais du coup, donc c'est ce dont parlent Dardot et Laval avec instituer des communs. Mais on voit bien dans votre livre et dans ces questions-là que se pose une question qui ne se posait pas forcément dans les années 90 lorsqu'il y avait les premières batailles contre le libéralisme. C'est la question de l'État. Que doit faire un État ? Quelle fonction doit avoir un État ? Justement, du fait de ces communs. Parce que, comme vous le dites, l'État ne doit pas vendre des choses, donc il ne doit pas forcément être propriétaire, il ne doit même pas être propriétaire de ces biens inaliénables. Mais alors du coup, quel est le rôle de l'État ? Quelle est la place de l'État dans une société où, pas fondée sur le profit, mais sur les besoins ? Ce débat permet de sophistiquer beaucoup plus le débat sur la 6e République. Je pense qu'on a beaucoup en partage l'espoir de sortir de la Ve République, de cette république autoritaire issue de la monarchie, la tradition de monarchie républicaine. Bon, et on voit bien l'usage qu'en fait Emmanuel Macron. Voilà, et donc je pense que pardon, vous voyez en faire de la gymnastique, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ouais, c'est ça. Et du coup, l'État doit être pensé, mais on doit aller au-delà de la propriété privée, comme vous dites là, des propos de Benoît Boritz, qui doit venir incessamment sous peu, mais bon, ça dépend du Covid, à la Carmagnole, il nous l'a promis, qu'il viendrait. Mais du coup, comment repenser la propriété ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il faut refonder qu'est-ce que c'est que posséder quelque chose ? Pour en quoi faire ? Le droit d'usage ? Il faut travailler ces notions-là aussi. On peut imaginer, c'est pour ça que j'aimerais bien une mutualisation de ces débats, parce qu'on imagine bien qu'il pourrait y avoir des formes multiples. On imagine bien que l'idée ancienne de coopérative ouvrière pourrait servir. Encore qu'on se rend bien compte que beaucoup de coopératives ouvrières ont accompagné des histoires de déclin ou d'échecs sociaux assez graves. Il peut y avoir... Alors, le minimum, c'est
la conception un peu d'Internet, hein, des logiciels libres, de mise en commun de services. Alors, Mais je justement, pense qu'on va avoir des aspirations parfois beaucoup plus radicales. Donc, il faut inventer des formes de propriété multiples. Plus de tabous. Quelles sont les formes les plus appropriées selon la nature des biens? alors, Parfois, c'est seulement une question de mise en partage, de ressources communes. Et parfois, ça doit être beaucoup plus ambitieux. Prenons un exemple, les banques. Ça ne peut, donc la mise en partage ne peut pas se faire. Là, pour le coup, je pense qu'une nationalisation des banques se trouvera effectivement posée si on veut un jour reprendre la main sur nos destinées. Et donc la question, c'est comment est-ce que démocratiquement les citoyens peuvent avoir le contrôle du crédit en France? est-ce qu'on pourrait éventuellement développer un exemple que vous connaissez bien, puisque Mediapart, est-ce que Mediapart est un exemple de commun dans le monde des médias? Et si oui, comment est-ce que ça fonctionne? Vous nous avez parlé tout à l'heure de fonds de dotation. Qu'est-ce que c'est un fonds de dotation? Et en quoi est-ce que Mediapart, justement, va au-delà de la propriété? Alors, on s'est posé la question parce que nous, la logique dans laquelle nous étions, bah, c'est la logique de la libération, hein, du Conseil national de la résistance. Vous vous souvenez de la formule qu'il y a dans le programme Les Jours heureux? C'est rétablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance, hein. Et donc, quand le CNR dit ça, à l'époque, à la Libération, beaucoup de journaux essaient d'appliquer le programme du CNR. Ils le font dans des modalités juridiques différentes. Il y a le modèle de la coopérative ouvrière, hein, c'est le modèle que prendra le Parisien libéré, le Dauphiné libéré, le Courrier Picard. Et puis, il y a un autre modèle qui prendra forme progressivement à partir de 1952, c'est le modèle du Monde, journal propriété de ses journalistes, modèle que Libération copiera 20 ans après quand il se créera. Alors, nous, à Mediapart, on s'est posé la question, quand on a créé Mediapart, on n'a pas eu le temps au début, dans le désordre chaleureux de la naissance du journal, de se poser la question du capital de Mediapart. Et donc, le seul verrou garantissant l'indépendance, c'était que les fondateurs de Mediapart, Plenel, Bonnet, moi et d'autres, ont contrôlé la majorité du capital. Mais on n'a pas fait d'invention démocratique. Et donc, comme on commence à vieillir, la vieille génération, on s'est dit, avant de partir, il faut qu'on ait une invention. Et donc, du coup, à notre façon, on a essayé de réinventer la question de la propriété de la presse. Et donc, du coup, on a regardé le passé et on a regardé notamment le bilan des coopératives ouvrières, parce que dans la presse, elles étaient, je viens de vous le dire, assez nombreuses. Et on s'est rendu compte que le principe démocratique assez chaleureux, un homme, une voix, faisait malgré tout qu'en cas de difficulté, un homme, une voix, les collectivités de journalistes pouvaient voter la session du journal. C'est le cas, par exemple, du Courrier Picard, dernière en date. Bon. Et donc, du coup, on s'est dit, il faudrait inventer un journal sans actionnaire. Du coup, c'est pour ça qu'on est tombé sur l'idée d'un fonds de dotation. C'est quoi un fonds de dotation? C'est comme une fondation, donc mission d'intérêt public, à une seule chose, à une seule différence près, c'est que, à la différence d'une fondation, il n'y a pas dans un fonds de dotation de représentants de l'État, ce qui évidemment pour un journal serait très problématique. Et donc du coup, on a eu cette invention et on s'est dit qu'elle était démocratiquement utile parce que, ça permettait de sanctuariser le capital de Mediapart. Donc, le fonds de dotation, le fonds pour une presse libre, a racheté le capital de Mediapart. Et en même temps, ce fonds a une mission d'intérêt public qui est d'aider tous les jeunes journaux qui se créent dans un souci d'indépendance comme nous. Voilà. Donc, nous, on a fait notre petite invention, mais je me dis qu'il y a sûrement 1000 inventions à faire selon chaque métier. Chacun aura son expérience, chacun peut cheminer, mais voilà, c'est rouvrir le débat sur la propriété permet de mettre l'inventivité au pouvoir. Et l'inventivité au pouvoir, ça va être aussi nécessaire, vous parlez du crédit, mais aussi le contrôle de la monnaie. Parce qu'il y a quelques questions là-dessus sur comment contrôler la monnaie, comment faire en sorte que la monnaie devienne un commun. Donc là-dessus, est-ce qu'il y a des travaux intéressants? Est-ce qu'il y a des pistes? Oui, il y a quelques travaux, mais je vous l'ai dit, il y a un économiste qui a réfléchi un petit peu, un économiste qui a sorti un petit livre récemment, son nom m'échappe, mais Quand la gauche osait encore.
Voilà. Mais moi, ce qui me frappe et ce qui me désespère un peu, c'est que il y a des réflexions qui sont isolées. Il n'y a pas de convergence. Et donc, je pense que c'est un débat qui devrait parcourir le mouvement syndical, parcourir tous les courants progressistes de la gauche. Comment refondre. Je prends un exemple, un autre secteur il y a un secteur en France, historiquement très important, qui est le secteur mutualiste et coopératif. Il s'est totalement nécrosé. Totalement nécrosé. Hein, et on a donc des groupes bancaires. J'ai pensé que BPCE, c'est un groupe mutualiste. Enfin, les bras vous en tombent. C'est ce groupe qui a été dirigé par François Pérol, qui était le bras droit de Nicolas Sarkozy. Et ce sont des groupes qui, du même coup, sont contrôlés ni par leurs mandants, puisque les mutualistes, les clients sont devenus des clients et ne participent pas à la vie démocratique, ni contrôlés, d'ailleurs, non plus par un autre organisme supérieur. Donc, ce sont des bureaucraties, soit d'origine syndicale, soit d'origine patronale, qui voguent, qui ont migré vers le marché. BPCE, souvenez-vous, alors qu'à l'origine, c'était les caisses d'épargne, banques mutualistes, qui avaient une mission d'intérêt général qui était rémunérer l'épargne populaire. Donc, est-ce qu'il est possible de refonder en France un mouvement mutualiste et coopératif digne de ce nom, avec des élections démocratiques? C'est peut-être une issue. Je n'ai pas forcément moi l'expérience. Je pense que la question mériterait d'être posée. Donc, encore une fois, j'imagine moi des formes multiples de cette renaissance démocratique. Donc, le mutualisme ou le mouvement coopératif est peut-être, parce qu'après tout, dans le mouvement mutualiste, dans la loi sur le statut de la coopération en 1947, c'est encore un peu l'idéal de la libération qui est porté. Donc, il y a sûrement des bonnes idées à picorer du passé. Mais voilà, je trouve qu'il faudrait que l'imagination soit au pouvoir et que ce soit l'un des débats de la présidentielle qui vient et l'un des débats pour nourrir ce débat sur la 6e République. Si la 6e République, ce n'est qu'un mouvement qui part du sommet... Pardon, Boris. Donc, si c'est un ripollinage, quoi. Si c'est juste d'en haut, on dit on va dépoussiérer un peu pour que ce soit un peu plus démocratique, un peu plus de représentation, un peu plus de direct. Ça changerait la 6e République ne réussira que si c'est un mouvement qui part de la base. Et donc, je trouve que cette question des communs, c'est une question très importante parce que c'est au cœur de la question démocratique. Alors, comme l'émission va toucher à sa fin, on voudrait terminer sur une petite dimension militante, puisque à la fin du livre, vous expliquez que sur le club de Mediapart, vous avez ouvert une page pour recenser toutes les mobilisations contre les privatisations. Est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots ? Parce qu'on a l'impression que dans ce passage-là, c'est l'appel que vous faites un peu ce soir, c'est qu'il y ait une fédération, une convergence, une confluence de toutes ces réflexions, expérimentations, à la fois de résistance contre la privatisation, mais d'expérimentation de commun dans les différents domaines. Et ça, écoutez, pour ça intéresse, vous verrez que j'ai, comme on dit dans le jargon de Mediapart, créé une édition participative, c'est-à-dire un blog à plusieurs mains. J'ai eu quelques contributions, mais c'est vrai que la crise sanitaire est passée par là et que le débat a été un peu balayé par la force des choses. Moi-même, j'ai été happé par d'autres urgences. Voilà, donc j'ai ouvert cet espace. D'autres peuvent en ouvrir d'autres. Voilà, mais venez voir, vous verrez sur Mediapart, il y a des contributions intéressantes. Il y a le lanceur d'alerte, le militant Raymond Avrier qui, à Grenoble, s'est beaucoup bagarré sur les questions de l'eau dans la commune. Voilà, donc vous verrez des contributions intéressantes. La question des communs et la santé. Voilà, mais j'aimerais arrêter. Moi, j'ai dit, voilà, je porterai ma part de ce débat-là, mais moi, je suis une petite personne. Il faut mutualiser, un fourmillement démocratique. Et donc, juste là-dessus, on n'a qu'à prendre un rendez-vous, puisqu'il faut continuer le débat. Nous, à la Carmagnole, on a un lieu de débat, de confrontation, de défrichage. Donc, pourquoi pas, lorsque le confinement vous permettra de venir sur place, faire un débat ici ou à l'université avec Benjamin Coria sur ces questions de commun, l'aspect économique et puis l'aspect d'institutionnalisation, de démocratisation. On peut prendre rendez-vous. J'accepte avec plaisir et je propose
une ambition. C'est que si on arrive un peu à mutualiser, à rassembler des forces, que cette mutualisation est un objectif d'aboutir ou d'avancer vers un manifeste des communs. Hein, ça vous rappellera d'autres choses, manifeste. Très essayer de donner en langage simple, en langage populaire, c'est-à-dire qui plaise aux gens, une dimension mobilisatrice à cette bataille autour des communs de la démocratie. Merci Chiche, et merci Laurent Mauduit pour cette proposition. Et pour ce livre qui est vraiment un très bon bouquin. On le conseille vivement. Merci la Carmagnole d'exister parce qu'en ces temps inquiétants, c'est absolument décisif d'avoir ces lieux d'échange et de confrontation. Merci à vous. Bon, nous, de notre côté, on va continuer à essayer de participer à ce travail-là, de défrichage, de confrontation. On a quelques projets à venir sur notamment l'anniversaire de la Commune de Paris, on en a parlé, et d'autres. L'actualité, pour nous, on ne fait pas seulement que des débats et des rencontres, on fait aussi des initiatives culturelles. Et donc, on donne rendez-vous à tout le monde demain soir pour notre premier concert en direct et en ligne avec le concert à Mougny. Donc ce sera à 20h30 demain soir, ce mercredi 16 septembre, parce que la culture, elle a besoin de nous et nous avons besoin d'elle en ces temps difficiles. Merci bien, merci encore Laurent Mauduit, et puis à très bientôt pour ce manifeste des communs. On va essayer de participer et apporter notre pierre à cet édifice dont on a bien besoin. Merci bien. Merci. Bonne soirée, au revoir. The road will be narrow till the moon gets yellow. Bag of lines will have no use. Said the people already choose. Sharpen your arrow through and wake up tomorrow. Ready for trouble, we're gonna struggle. Nation never say so. Resistance, everyone I know now. Governmental lie. I see the slopping and say so. Babylon I run down. See the stone is rolling and rolling. I see the storm and I say so. A change is coming, yes. While you are talking, enemies you wanna find. So tell me what's the meaning of the rules that you define for way. If you want fight, then you should work hard on your rhymes. Cause this your time, no one are blind. We said a crime, we made a crime, yeah. You are a no good, Mr. Bossman. Nobody try to get our child draw into the shallows. Nobody try to fool our eyes. Your light is a shadow, we know. Living no proper, but you no matter. Can't feed the hunger, we a suffer by a dropper. You say Messiah, but you a liar. Try to remember why you're captain on this boat, yeah. Resistance, everyone I know now. Government a liar. The slopping I say so. Babylon I run down. See the stone is rolling and rolling. Resistance, everyone I know now. President a liar. I see the storm and I say so. Believe in love, man, I wear it in a struggle like my boxing gloves.